Bonjour, c'est la 21e édition de la revue de la semaine. Les 20 autres ont bien marché, hein, je suis content. J'ai été bien encouragé par vos pouces bleus et j'espère bien que cette fois-ci il en va de même, mais avant tout, maintenant, générique. Bon, alors, le premier sujet, c'est que, comme vous me voyez là, figurez-vous que, ça y est, je suis dans mon costume de diable rouge, parce que le Conseil constitutionnel, qui doit sans doute compter un ou deux esprits un peu taquins, m'a attribué, a reconnu aujourd'hui, a enregistré, je ne sais pas comment on dit, 666 parrainages. Donc j'ai eu tout de suite des commentaires, c'est bien toi le diable, ça m'étonne pas de la part du diable rouge, etc. Alors au passage, tout le monde apprend que 666, c'est censé être le chiffre du diable. Bon, bah, c'est moi, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et je savais depuis samedi qu'on avait atteint les 500 signatures, parce qu'on a divers moyens sur lesquels je ne m'étends pas, de savoir qui fait quoi dans une campagne comme celle-là. Parce que c'est une campagne, les gens, pour que vous sachiez ça. On a commencé il y a un peu plus d'1 an à ramasser des promesses de parrainage. Et je dois dire que les gens qui ont promis en cours de route ont été de parole. Et ceux qui ont promis ont confirmé leur parrainage, et ça vraiment, chapeau. Alors, moi j'ai les comptes de samedi, là j'ai à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai pas encore dépouillé les 666, j'ai pas le détail. Le gros bataillon des signataires samedi, c'était les maires et les élus sans étiquette. Alors leur parrainage ne veut pas dire qu'ils me soutiennent, ils me parrainent pour que je puisse être candidat. Mais de leur part, c'est quand même top. Parce que après ça leur vaut quand même quelques ennuis, même s'ils ne me soutiennent pas, par ceux qui disent comment ça se fait, t'as signé, t'as rendu possible la candidature de Mélenchon, alors ceux qui m'aiment pas, ou qui aimeraient bien que je sois plus là, bah, ils ont quand même, ils ont les boules, quoi, il faut dire ce qui est, hein. Bien sûr. Alors, ça me fait très plaisir de voir leur mine déconfite. Deuxième groupe, ce sont des élus divers gauche, pareil, hein, de toutes les origines, hein. Des fois, c'est des élus, il est marqué Front de gauche, ou bien divers gauche, carrément. Bon. Et puis le troisième groupe, qui est très important, ça je parle de samedi, depuis ça a dû changer, c'est les communistes. Et je leur en suis très reconnaissant, parce que c'est très impressionnant, ils sont nombreux. Bon, il y a eu un épisode, vous savez, un peu difficile, hein, puisqu'il y avait une consigne de gel des signatures, mais plein d'élus communistes ont dit, nous, bon, ils ne se voyaient pas dans ce rôle-là, quoi, de me rendre la vie plus difficile, d'obliger les camarades à passer encore des heures à téléphoner. Et vraiment, pouf, ils y sont allés. Et depuis que samedi, j'ai fait savoir qu'on était 500, bon, bah, plein sont venus. Et vraiment, je les remercie beaucoup, parce que je sais que c'est pas toujours facile. Des fois, sur le terrain, il y a des empoignades entre les uns et les autres. Moi, je suis pas au courant de tout ça, mais je comprends que des fois, ça pose problème. Et bien, ils ont dépassé tout ça, et avec beaucoup de fraternité et de générosité, ils ont donné leur parrainage. Après, il y a aussi les membres du parti de gauche, qui sont mes camarades. Je suis membre de ce parti, comme vous le savez sans doute. Alors, c'est bien, parce que la campagne de signature m'a permis d'en détecter, parce que là-dedans, chacun n'en fait qu'à sa tête, et plein ne s'étaient même pas fait enregistrer comme membre de ce parti. Alors, merci à vous. Et puis, alors après, il y a 12 héros, on peut pas dire appeler ça autrement. C'est des socialistes. Alors, des socialistes qui parrainent Jean-Luc Mélenchon, ils vont avoir les oreilles qui sifflent, hein, parce que Cambadélis, il n'aime pas du tout ça. Donc ils vont peut-être se faire gronder, alors eux, ils sont vraiment héroïques, je les remercie encore plus. Hein. C'est pas que les autres soient pas sympas, mais alors eux, vraiment, je trouve ça magique. Il y a aussi quelques élus d'Europe Écologie Les Verts, enfin bref, c'est pour dire, il y a une grande diversité de signatures, et ça me va, parce que je me sens porté par un intérêt. Je ne prends pas ces signatures parce qu'elles ne sont pas... Ça ne veut pas dire qu'il y a 666 élus qui disent « Ah, ce que dit Mélenchon, c'est formidable, je suis d'accord avec », mais qui disent « Ça vaut la peine que ça soit entendu, et ça vaut la peine qu'à la fin, ce soit les Français qui décident ce qu'ils feront de ma candidature ». Et je trouve ça très encourageant, un signe de bonne santé démocratique, qui est cette diversité des signatures. Bon, ben, comme ça c'est bien fini, je suis content. Évidemment, j'ai une pensée toute spéciale et toute affectueuse pour l'équipe qui a mené ça pendant 1 an, hein, sous la conduite de Gabriel Amar, qui est vraiment un compagnon de combat remarquable, et qui est l'homme qui a porté ça pendant des mois avec les angoisses. En plus, il faut vivre avec moi, hein, ça veut dire que j'appelle
je trouve que ça va pas assez vite, je suis pas toujours très agréable, d'autres fois il se dit il faut le réconforter, il faut pas... Bon bref, ce que j'ai trouvé génial, je termine là-dessus les gens, c'est d'apprendre ça. Vous avez peut-être vu l'image à la télé, je suis debout et derrière moi, il y a le forum latin antique à Rome, d'accord? Alors si vous regardez bien l'image, si par hasard vous la voyez, je suis dans l'axe de ce qu'on appelle les rostres des tribuns du peuple. Les rostres, c'était la proue des bateaux, hein. Donc ils avaient mis des proues de bateaux, d'abord en bois puis après en marbre, hein, quand Rome est devenu très riche. Et les tribuns du peuple, qui étaient les représentants du peuple, montaient sur ces rostres, hein, sur cette plateforme, pour faire connaître les décisions auxquelles éventuellement ils s'opposaient. Et je vous résume ça en quelques mots. En face, c'était nuit debout toute l'année, quoi. Hein. Le peuple descendait, venait là, et puis alors les tribuns expliquaient ceci, expliquaient cela, on votait oui, on votait non, ben bref. Nuit debout toute l'année. Et cette tradition, c'est pour ça que j'ai emmené les journalistes à cet endroit-là, parce qu'on faisait le sommet du plan B à Rome. Je les ai emmenés là parce que c'est le lieu symbolique d'une révolution politique qui a eu lieu, tenez-vous bien, hein, il n'y a que vous et moi pour s'intéresser à des trucs pareils, en 494 avant notre ère, le peuple décide que comme il en a ras-le-bol des patriciens qui décident de tout, se servent beaucoup, eh bien le peuple se retire sur le mont Aventin, il ne fait plus rien, c'est la grève. Hein. Et évidemment, les patriciens, sans le peuple, ils ne peuvent rien faire. Donc ils sont allés les voir, alors on dit écoutez, on doit pouvoir s'arranger, tout ça, bon. Et puis, ils s'arrangent. Et puis évidemment, sitôt que le danger qui existait à l'époque a été repoussé, il s'agit d'une invasion, alors les patriciens ont dit, bah tout compte fait, on a réfléchi, non, on a changé d'avis, vous n'aurez rien. Résultat, les autres se sont remis en grève politique et cette fois-ci, il a fallu leur céder. Et c'est comme ça qu'a été créée la fonction de tribun du peuple. Le tribun du peuple avait normalement, après le vote, un droit de veto sur les lois que les patriciens votaient entre eux. J'espère que vous suivez cette histoire, mais ça a un rapport avec ce que nous, on va faire le 18 mars, en allant de la Bastille à la République pour demander la 6e République, abolir la monarchie présidentielle et ces marionnettes, les tireurs de ficelle, pardon, dont ils sont dont les personnages politiques sont les marionnettes, hein, les tireurs de ficelle, c'est-à-dire les oligarques, le petit groupe de milliardaires qui tient tout dans ce pays. Bon, pendant que je parle d'eux, je viens au point 2. Le point 2, eh bien, ce sont justement ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Figurez-vous que cette semaine, alors là, on n'a eu que des bonnes nouvelles, on était contents. Premièrement, 75 milliards de profits distribués par les entreprises du CAC 40, c'est pas beau ça, hein, c'est pas la crise pour tout le monde, hein, 35% de progrès d'une année sur l'autre, hein, c'est quelque chose dans le fric. Et là-dedans, 23 milliards et demi ramassés par les banques. Donc, s'il vous plaît, venez pas me dire qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays, hein, et ne venez pas me dire qu'il n'y a pas moyen d'en prendre, parce que là on ne parle pas du capital accumulé, on parle du capital circulant, c'est-à-dire ce qui a été créé, fabriqué, puis la ponction qui est faite par le système financier, par les plus grosses boîtes. Alors, ce qui est intéressant, j'ai regardé de près le résultat des banques, parce que comme ils viennent d'augmenter tous leurs tarifs, ça fait plaisir de savoir que ça leur fait plaisir, puisqu'ils ont fait autant d'avant. Mais j'ai pas fait que ça. J'ai regardé pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, et c'est intéressant. D'abord, vous avez le risque d'une explosion de la bulle financière de nouveau. Je vous le dis, je vous le redis, je vous l'ai déjà dit, je vous préviens, c'est chaud. C'est-à-dire que la bulle s'est dilatée, les cours de bourse sont beaucoup trop hauts par rapport à la valeur réelle des entreprises et surtout par rapport à la valeur de ce qu'elles échangent réellement, c'est-à-dire de la marchandise qui va circulant de l'un à l'autre. Ça veut dire qu'à nouveau, les produits financiers occupent une place disproportionnée, y compris quand ils s'appliquent à des biens matériels, comme par exemple acheter des matières premières ou acheter du blé. Hein. Vous savez, il y a du blé, il est acheté plusieurs fois, hein, avant même des fois qu'il soit semé. Et puis une fois qu'il est semé, le papier représentatif est vendu une fois, deux fois, trois fois, et le temps qu'il arrive, il a changé 4 ou 5 fois de propriétaire, c'est dire. Donc il y a là une bulle. Normalement, si elle ne sort pas en sifflet tout doucement, elle éclate. Et si elle éclate, rebelote, vous tapez la crise de 2008, et vous allez voir arriver les mêmes, vous disant que cette fois-ci, ça y est, c'est la der des der, ils ont tout compris, ils doivent abolir les paradis fiscaux, les produits financiers toxiques, tout ce qu'ils vous ont déjà dit la dernière fois et qu'ils n'ont pas fait, ils le rediront. Mais là, je me suis intéressé de près à ce qui arrive aux banques françaises, parce qu'elles sont intéressantes, celles-là. Parce que quand vous voyez que celle qui a ramassé le plus, c'est BNP, qui il y a peu encore s'est mangé une amende de plusieurs milliards
auprès du Trésor public des États-Unis d'Amérique pour une activité qui leur était reprochée, qui était d'avoir commercé avec des pays interdits par les États-Unis d'Amérique en dollars. Et le simple fait qu'ils aient utilisé des dollars a été analysé comme une manière de contourner l'embargo que les États-Unis d'Amérique ont décidé, embargo qui, d'après eux, passe par la maîtrise de la monnaie. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que quand vous utilisez un dollar pour acheter n'importe quoi, les États-Unis d'Amérique considèrent que comme c'est leur dollar, vous faites ce qu'il y a dans leur loi à eux, parce que sinon, vous êtes hors la loi. Bref, la BNP s'est quand même mangé une belle amende. Eh bien, ça va pour elle, hein, très bien. Elle fait un magnifique, super bénéfice cette fois-ci. Donc les 5 milliards qu'elle a donnés au Trésor public nord-américain, on aurait pu aussi bien les leur prendre nous, hein, ça aurait fait du bien à tout le monde, si on l'avait transformé en choses qui servent à quelque chose à la population, plutôt que d'aller le verser comme ça. Bon, et les banques françaises, elles se sont bien reprises, hein. Alors vous savez, moi ça ne me fait ni chaud ni froid, hein, mais elles représentent en France 81% du marché intérieur bancaire. C'est pas le cas en Allemagne, où les grosses banques sont à peine à 31% du total du marché bancaire de leur pays. Ça veut dire que la structure capitaliste du capitalisme français a une force de frappe plus grande que celle du capitalisme allemand. Or, le capitalisme allemand est plus dynamique, plus investisseur dans l'économie réelle, tandis que la banque française, c'est quand même un gros parasite qui produit rien, prête peu dans l'économie réelle. Vous n'avez qu'à essayer d'acheter un appartement ou de vous acheter quelque chose, ou, ce qui est encore plus difficile, ouvrir une entreprise et aller voir la banque pour lui dire « est-ce que vous pouvez me prêter ?» Vous allez voir comment vous êtes reçu et comment ils ne vous aideront pas, parce que c'est pas dans leur plan. Leur plan, c'est d'accumuler, de faire beaucoup dans les services financiers. Tout ça, ça donne des indications qui nous permettent à nous de bien réfléchir. Et dernier élément qui m'a bien plu chez ces banques, c'est que, figurez-vous que les banques en question, elles font banque, d'accord, mais pas que. Et vous avez, puisque je vous parlais de la BNP, ou je peux vous parler du Crédit Mutuel, hein, c'est ma banque donc je peux en parler, eux, ils font beaucoup dans la télésurveillance. Donc, c'est intéressant de voir que les banques font ce qu'elles recommandent aux autres de ne pas faire. Aux autres, elles disent, il faut vous resserrer sur votre cœur de métier. Alors bon, si vous êtes une très grande entreprise, ils vous font jeter dehors toutes les activités connexes à la grande entreprise. Je ne sais pas moi, par exemple, technologie, informatique, pour un secteur industriel. Bon, bah, en général, la banque dit, ah, non, il faut vous séparer de ça, il faut le sous-traiter, et vous restez à votre cœur de métier. Mais eux, c'est pas ce qu'ils font. C'est pas ce qu'ils font.